Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme on l'a vu dans le titre, on va parler d'arthrose. Donc on va partir encore une fois sur un format de vidéo un petit peu plus long, puisqu'on va prendre le temps de détailler tous les enjeux autour de l'arthrose, quelles sont les causes, quels sont les symptômes. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on verra ensemble quelles sont les solutions et les traitements qui sont à votre disposition, que vous allez pouvoir mettre en place pour lutter contre l'arthrose. Mais déjà, pour bien comprendre l'arthrose, il faut déjà comprendre comment fonctionne une articulation. Donc pour faciliter la compréhension, on va regarder un schéma, on va regarder comment s'organise une articulation. Donc une articulation, c'est la rencontre de deux extrémités osseuses qui vont bouger entre elles. Donc l'exemple qui est le plus souvent pris et qu'on voit ici, c'est l'articulation du genou. Mais voilà, sachez que ça s'applique aussi à toutes les articulations du corps. Donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit le cartilage qui recouvre les extrémités osseuses. Donc le cartilage, c'est une petite structure qui fait 1 à 2 mm et qui va permettre d'assurer la protection des deux pièces osseuses et qui va faciliter leur glissement et leur mouvement. Ensuite, on voit la cavité articulaire dans laquelle va circuler le liquide synovial. Donc le liquide synovial qui est un liquide qui permet de nourrir le cartilage et d'aider les surfaces osseuses à glisser les unes sur les autres, un petit peu comme un lubrifiant finalement. Ensuite, on a la membrane synoviale qui est une membrane qui est autour de l'articulation et qui permet de fabriquer donc, ce liquide synovial. Donc cette membrane synoviale, elle joue aussi le rôle de déboueur de l'articulation en quelque sorte, puisqu'elle va aider à nettoyer l'articulation des cellules mortes et des débris. Petite parenthèse d'ailleurs à ce sujet, lorsqu'il y a trop de débris ou trop de particules inflammatoires à l'intérieur, la membrane synoviale, elle peut s'enflammer et l'inflammation va entraîner une production excessive de liquide synovial, ce qui va provoquer une condition dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'épanchement de synovie, c'est-à-dire un gonflement de l'articulation. Voilà. Et à côté de ça, eh bien, on a des muscles et des ligaments autour qui vont servir à stabiliser l'articulation, à assurer sa solidité et qui va permettre de faire bouger l'articulation. Voilà, donc le décor est planté, on va pouvoir expliquer un petit peu mieux maintenant qu'est-ce que c'est l'arthrose. Donc l'arthrose c'est quoi? Eh bien l'arthrose c'est une maladie articulaire chronique qui survient lorsque le cartilage qui recouvre les extrémités des os se dégrade progressivement. Donc en fait l'arthrose c'est une dégénérescence du cartilage. Et cette dégénérescence du cartilage, eh bien, elle peut entraîner des douleurs, des raideurs et une réduction de la mobilité. Voilà, à savoir qu'avec le temps, si le cartilage continue encore et encore de se dégrader et continue de se fissurer et de s'amincir, eh bien, les os peuvent venir frotter en quelque sorte directement les uns contre les autres, ce qui peut évidemment causer encore plus de douleurs et encore plus de dommages. Donc, quelles sont les articulations concernées par l'arthrose? Eh bien, il faut savoir que l'arthrose, elle peut affecter presque toutes les articulations du corps, mais elle touche plus fréquemment certaines zones. Donc, quelles sont les zones qui sont les plus fréquemment touchées? Ça va être surtout les genoux, les hanches, les mains, les doigts, les pieds, les orteils et la colonne vertébrale, notamment les régions cervicales, donc au niveau du cou, et la région lombaire au niveau du bas du dos. Et en particulier dans le dos, l'arthrose va toucher ce qu'on appelle les facettes articulaires, qui sont en fait des petites surfaces planes situées à l'arrière des vertèbres de la colonne vertébrale. Et ces facettes articulaires, elles ont un rôle au niveau du mouvement de la colonne vertébrale, et lorsqu'elles sont touchées par l'arthrose, mais là encore, ça peut entraîner des douleurs, des raideurs, une diminution de la mobilité. Quand les facettes elles sont touchées, c'est ce qu'on appelle en fait le syndrome des facettes articulaires ou l'arthrose facétaire, et c'est une cause fréquente de maux de dos, notamment dans le bas du dos. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de s'intéresser au fonctionnement du cartilage. Quel est le mécanisme qui fait qu'on va partir d'une articulation normale pour arriver à une destruction progressive de toute l'articulation, avec un pincement, une disparition du cartilage, une condensation de l'os, l'apparition de trous dans l'os, la fabrication de petits becs de perroquet qu'on appelle des ostéophytes. Voilà, quel est le mécanisme qui peut expliquer ça? Alors, eh bien, on a l'habitude souvent d'entendre que l'arthrose, c'est de l'usure, un peu comme une semelle d'une vieille chaussure finalement qui s'use. On entend souvent dire qu'il n'y a rien à faire contre ça, que c'est usé, que c'est fini. En fait, ça, c'est un petit peu une idée reçue, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, ça c'est une fausse croyance. En vérité, l'arthrose, c'est un mécanisme dynamique. Et donc ça, je vais vous l'expliquer ici. En fait, dans le cartilage, il y a un élément clé. Cet élément clé, ce sont les chondrocytes. Donc les chondrocytes, ce sont des petites cellules qui fabriquent du cartilage en permanence pour qu'on ait toujours un cartilage de qualité.
Et dans une situation idéale, il y a un renouvellement permanent du cartilage. Donc très simplement, les chondrocytes ils vont permettre de supprimer le vieux cartilage et de fabriquer du nouveau cartilage de bonne qualité tout au long de la vie. Et ces chondrocytes, eh bien, ils sont sensibles à plein de messages, notamment à des messages mécaniques. En gros, quand on va leur appuyer dessus, ils vont s'activer, ils vont recevoir des messages chimiques, un petit peu comme des SMS chimiques, qui vont leur dire de fabriquer du cartilage neuf ou au contraire de détruire du vieux cartilage. Donc, normalement, à l'âge adulte, il y a un équilibre parfait entre destruction et fabrication. En fait, il y a autant de destruction que de fabrication de cartilage. Le problème, c'est que dans l'arthrose, ce mécanisme est déséquilibré. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que l'arthrose, c'est juste de l'usure, puisque bien, il y a des phénomènes mécaniques et biologiques qui déstabilisent cet équilibre au sein du cartilage. Donc ce fameux équilibre entre synthèse et dégradation du cartilage et de l'os en dessous qu'on appelle l'os sous-chondral. Donc vous comprenez que le mécanisme de l'arthrose, ce n'est pas juste de l'usure, mais c'est véritablement un mécanisme dynamique qui fait que le cartilage va orienter vers la destruction, vers sa transformation. Donc on va rentrer encore un peu plus dans le détail au niveau du cartilage, on va faire un zoom sur le cartilage. Donc comme je viens de le dire, le cartilage c'est le tissu qui recouvre les extrémités des os dans les articulations et qui permet un mouvement fluide des pièces osseuses. Donc c'est un tissu conjonctif, élastique et résistant qu'on va trouver dans de nombreuses parties du corps. Donc c'est un tissu qui est en perpétuel renouvellement et ce à tout âge. Donc c'est un tissu qui se renouvelle, c'est un tissu qui se régénère et même chez les personnes les plus âgées, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais bien évidemment, cette régénération va être plus restreinte avec l'âge et encore plus en présence de maladies dégénératives comme l'arthrose. Le truc c'est que pour que cette régénération se fasse correctement, il faut que le cartilage contienne encore suffisamment de cellules spécialisées dont j'ai parlé précédemment, les fameux chondrocytes, qui vont lui permettre de se régénérer. Mais surtout, la particularité du cartilage, et ça c'est très important à comprendre, il ne contient pas de vaisseau sanguin. Ce qui veut dire qu'il va se régénérer, mais il va se régénérer lentement et même relativement lentement. Et c'est pour ça que, parce qu'il n'y a pas de vascularisation, eh bien, les lésions du cartilage, elles vont guérir plus lentement et elles sont aussi parfois plus difficiles à réparer. Et maintenant qu'on a dit ça, on va voir du coup comment le cartilage se nourrit. Parce que comme je viens de le dire, contrairement à la plupart des tissus du corps, le cartilage ne contient ni vaisseau sanguin ni nerf, donc il n'a pas de vaisseau pour lui apporter directement des nutriments et de l'oxygène. Donc comment le cartilage va se nourrir, comment les nutriments vont arriver? Eh bien, ils vont provenir du liquide synovial. Donc, souvenez-vous, le liquide synovial, c'est le liquide dans lequel le cartilage baigne. Et en fait, le cartilage il va être nourri par diffusion à partir du liquide synovial et par les mouvements et les compressions des articulations qui se produisent tous les jours quand vous marchez, quand vous bougez, etc. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, en fait, lorsqu'une articulation bouge, la compression et la décompression du cartilage va aider à pomper ce liquide synovial à travers ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Donc je vais définir juste après ce que c'est. Et apporter ainsi les nutriments et l'oxygène aux chondrocytes, donc les cellules du cartilage. C'est pour ça que, et ça on va en reparler, que le mouvement est quelque chose qui est crucial puisqu'il va assurer la diffusion des éléments nutritifs aux cellules du cartilage pour maintenir celui-ci en bonne santé et permettre de continuer à produire et à entretenir la matrice extracellulaire. Donc petite parenthèse rapide sur la matrice extracellulaire, sans rentrer dans des choses trop complexes, qu'est-ce que c'est? Mais c'est tout simplement un ensemble de molécules qui remplissent l'espace entre les cellules dans un tissu et qui va lier les cellules entre elles pour les organiser en tissu. Donc c'est tout simplement un assemblage de macromolécules qu'on peut regrouper en plusieurs catégories. Donc on va retrouver les glycoprotéines, les collagènes, les protéoglycanes et les glycosaminoglycanes et les fibres d'élastine. Donc, pour en revenir au mouvement, pourquoi le mouvement est essentiel, et encore plus quand on a de l'arthrose? Eh bien, tout simplement parce qu'en l'absence de mouvement, eh bien, la diffusion des nutriments aux cellules du cartilage va moins bien se faire, elle va être moins efficace, et ça, ça va compromettre la santé et la fonction du cartilage. Donc, c'est pour ça que l'activité physique régulière est importante, elle est fondamentale. Ça, je vais le répéter souvent dans cette vidéo, à la fois pour la nutrition et pour le maintien de la santé des articulations. Donc, comment le cartilage s'adapte? Eh bien, il a besoin de contraintes mécaniques. Donc, il peut se remodeler, il peut remodeler sa structure grâce aux contraintes mécaniques qu'on va lui imposer. En fait, quand une articulation elle est soumise à des contraintes modérées, donc là, le mot modéré est vachement important, que ce soit par de l'exercice
ou par des mouvements adaptés et réguliers, eh bien, ça va favoriser la circulation du liquide synovial qui va lui-même transporter les nutriments et l'oxygène vers les chondrocytes. Et comme on l'a vu, cette circulation va aider les cellules du cartilage à se nourrir et à rester en bonne santé. Et en plus de faciliter la diffusion des nutriments, eh bien, les contraintes mécaniques, elles vont encourager les chondrocytes à produire ce qu'on appelle des cytokines anti-inflammatoires. En fait, lorsque le cartilage est soumis à des contraintes mécaniques modérées, et j'insiste encore une fois sur le terme modéré, eh bien, les cellules du cartilage, donc les chondrocytes, ils vont répondre en produisant non seulement des composants de la matrice extracellulaire pour renforcer le cartilage, mais aussi des cytokines anti-inflammatoires comme les interleukines 4 et les interleukines 10 qui sont particulièrement importants pour réguler l'inflammation au sein même du cartilage. Donc en clair, le cartilage il a besoin d'un équilibre de contraintes pour rester en bonne santé. Trop peu de contraintes, c'est pas bon, puisque les articulations elles sont pas suffisamment sollicitées. La diffusion des nutriments à travers le liquide synovial va être réduite, donc ça va entraîner une dénutrition des chondrocytes, une faiblesse générale du cartilage, et donc ça réduit en quelque sorte la résilience de l'articulation. Et trop de contraintes, c'est pas bon non plus, parce que voilà, des contraintes mécaniques excessives, mais ça va endommager le cartilage et les autres structures au niveau de l'articulation. Ça va entraîner de l'inflammation, des microfissures, une perte d'élasticité, qui vont entraîner des douleurs articulaires, une réduction de la mobilité et un développement accéléré de l'arthrose. Donc au final, il faut des contraintes, mais il faut des contraintes équilibrées, avec une activité physique modérée et une activité physique régulière. Voilà, ça c'est la situation idéale pour la santé des articulations, puisque c'est ce qui va favoriser, encore une fois, la circulation du liquide synovial, c'est ce qui va aider à nourrir les chondrocytes, et entretenir la matrice extracellulaire. C'est ce qui va protéger en gros les articulations. Donc on reviendra à la fin de la vidéo sur le type d'activité à privilégier selon les recommandations officielles pour lutter efficacement contre l'arthrose. Donc maintenant, quelles sont les causes de l'arthrose? Une fois qu'on a expliqué pourquoi l'arthrose se déclenchait, maintenant on va voir quelles sont les causes. Alors les causes exactes de l'arthrose ne sont pas tout à fait élucidées, donc on parle plutôt de facteurs favorisants. Et ces facteurs favorisants, ils sont assez nombreux et ils sont souvent imbriqués les uns avec les autres. Et donc on va les détailler ici. Donc le premier facteur, ça va être l'âge. Voilà, l'âge, on sait que l'allongement de notre espérance de vie, c'est un des premiers facteurs favorisants. Donc on vit plus vieux avec un corps dont les capacités de régénération diminuent en vieillissant. Donc voilà, l'arthrose augmente avec l'âge, ça c'est un fait. Donc pour vous donner une idée, à 65 ans, 65% des personnes sont touchées par l'arthrose. Et à 80 ans, 80% des personnes sont touchées par l'arthrose. Donc l'âge, c'est un facteur favorisant important sur lequel évidemment on n'a pas le contrôle, mais voilà, c'est important de le savoir. Ensuite, on a le surpoids. Donc on sait que la surcharge pondérale, c'est un élément très important qui va entraîner l'apparition d'arthrose, que ce soit l'arthrose au niveau des genoux, des hanches, du dos, mais même l'arthrose au niveau des mains, parce que ce n'est pas juste une histoire de surcharge articulaire, mais c'est aussi une histoire d'inflammation, puisque, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais la graisse, et notamment la graisse abdominale, va entraîner la fabrication de petites molécules inflammatoires qui vont orienter les chondrocytes vers la destruction. Donc le surpoids, c'est un facteur important dans l'apparition de l'arthrose. Ensuite, on a, autre facteur, les sursollicitations mécaniques. On sait que les micro-traumatismes répétés, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient sportifs, ils ont un impact important négatif sur les articulations. Voilà, on sait que le sport de compétition, malheureusement, c'est pourvoyeur d'arthrose. On sait que quelques années plus tard, on peut déclencher de l'arthrose avec le sport de compétition. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui fait du ski de boss à l'âge de 20 ans et qui fait ça pendant des années, il y a de fortes chances qu'il développe 10, 20 ou 15 ans plus tard de l'arthrose. Voilà, c'est comme ça. A l'inverse, on a la sédentarité qui est un facteur de risque, là encore, très important de développement de l'arthrose. Donc comme je l'ai dit juste avant, le manque de mouvement, c'est pas bon. Donc de façon simplifiée, moins vous bougez, plus vous détériorez vos articulations. Ensuite, on a également les fractures ou les anciens traumatismes, type entorse à répétition. Voilà, surtout si elles n'ont pas été bien soignées, voilà, ça peut provoquer une instabilité dans l'articulation, ça peut augmenter le stress articulaire et avec le temps, évidemment, abîmer le cartilage. Donc ça peut être un facteur qui va déclencher de l'arthrose. Et puis à côté de ça, il y a des facteurs génétiques. Voilà, on sait qu'il y a des familles à arthrose, c'est-à-dire que si un membre d'une famille a déjà développé de l'arthrose, les autres membres peuvent être à un risque plus élevé de développer de l'arthrose également parce qu'il y a des prédispositions génétiques.
Et ces prédispositions, eh bien, elles peuvent influencer la manière dont les articulations se développent, se détériorent au fil du temps. Bien évidemment, il y a des interactions avec d'autres facteurs environnementaux, avec le mode de vie, mais on sait que quand il y a des prédispositions génétiques, ben, on a plus de chances de développer de l'arthrose pour soi-même. Donc en général, on estime que cette contribution génétique, elle se situe entre 30 et 60%. Ça veut dire que le poids de la génétique sur l'arthrose, c'est maximum 60%. Et donc 30 à 40%, c'est ce que vous faites dans votre vie pour abîmer ou pas vos articulations. Et puis il y a d'autres causes, il peut y avoir des anomalies anatomiques ou des anomalies congénitales, par exemple des dysplasies de hanche ou des déviations d'axe. Voilà, vous avez peut-être déjà entendu parler du genou varum ou du genou valgum, donc le fait d'avoir les genoux qui rentrent. Donc ça peut entraîner des pressions. Le poids, au lieu de se répartir de manière homogène sur le genou, par exemple, il va se répartir sur la partie interne ou externe du genou et donc sursolliciter les chondrocytes, sursolliciter le cartilage et donc favoriser son évolution vers la dégradation. Pour la dysplasie de hanche, c'est un peu le même principe. Il peut y avoir une mauvaise répartition des forces et donc une usure accrue parce que la tête du fémur, elle n'est pas bien soutenue. Le poids du corps et les mouvements vont créer une pression anormale sur certaines parties de l'articulation de la hanche et ces pressions vont entraîner une usure plus rapide, plus importante du cartilage et avec le temps, eh bien, cette usure, ces pressions anormales, ça va endommager la hanche et conduire à de l'arthrose. Donc voilà, ça c'est pour les anomalies un peu anatomiques. Et enfin, le dernier facteur dont on ne parle pas toujours dans le cas de l'arthrose, un facteur favorisant, c'est l'inflammation chronique. L'inflammation chronique, c'est important et elle-même, elle peut être influencée par de très nombreux facteurs. Donc ça, on va en reparler après, mais c'est pour ça que l'inflammation chronique, il faut être très vigilant vis-à-vis de ça, il faut être très vigilant vis-à-vis du contrôle de cette inflammation chronique. J'en parle souvent dans mes vidéos parce que si vous êtes capable de contrôler cette inflammation chronique, vous avez le contrôle sur le développement ou sur l'accélération de l'arthrose. Donc voilà pour les grandes causes. Maintenant, on va voir les symptômes. Ça s'exprime par quoi l'arthrose? Quels sont les symptômes de l'arthrose? Eh bien, très simplement, l'arthrose, ça fait mal, donc ça va se traduire par des douleurs mécaniques qui vont surtout être quand vous allez surmobiliser vos articulations ou votre dos. Ça peut se traduire en fin de journée, lorsque vous avez trop marché, lorsque vous avez fait trop d'une certaine activité. Ça peut aussi se traduire par des raideurs. Et ça peut aussi, ce qu'on appelle en fait un impact fonctionnel, et ça peut aussi entraîner des déformations, et ça peut même entraîner, on peut même entendre parfois des craquements lorsqu'on marche par exemple. Et puis l'arthrose, ça peut évoluer par poussée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des poussées inflammatoires. Ça veut dire que les symptômes, ils peuvent s'intensifier par épisode et alterner avec des périodes où la douleur et les autres symptômes sont moins prononcés. Donc voilà, pendant une poussée, il peut y avoir une augmentation de la douleur, un gonflement si c'est par rapport à une articulation, et une augmentation de la raideur. Voilà, donc l'arthrose, ce n'est pas une maladie qui est anodine. On entend parfois que l'arthrose, ce n'est pas une vraie maladie. C'est faux. Certes, ce n'est pas une pathologie qui est grave, mais c'est quand même une pathologie qui peut être vraiment handicapante au quotidien. Et surtout, elle peut amener d'autres problématiques. Pourquoi? Eh bien, lorsqu'on regarde par exemple cette courbe, qui est une courbe de mortalité, ce qu'on se rend compte, c'est que le risque de mortalité, le fait d'avoir de l'arthrose, va augmenter un tout petit peu. Donc on voit qu'il y a un surrisque de mortalité. C'est ce qu'on appelle le ratio standardisé de mortalité, qui est estimé à 1,55, ce qui veut dire que le fait d'avoir de l'arthrose fait qu'on a un léger surrisque de décéder. Alors, ce n'est pas énorme, mais on a quand même un petit surrisque quand même. Donc évidemment, l'arthrose en elle-même n'est pas directement mortelle, mais elle peut être associée à des comorbidités qui vont influencer la mortalité. Donc pourquoi on a ce surrisque? Eh bien parce que tout simplement, si on a de l'arthrose, on va moins se bouger puisqu'on a mal. Si on bouge moins, eh bien on va prendre du poids. Si on prend du poids, eh bien on va augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, on va augmenter le risque d'avoir du diabète, des troubles métaboliques, etc. Et vous avez comme ça un cercle vicieux. Voilà, donc on a parlé des facteurs favorisants. À la fin, j'ai mentionné l'inflammation. On va revenir là-dessus un petit peu plus en détail. On va voir pourquoi ce point est essentiel et on va voir quel est le rôle de l'inflammation dans l'arthrose. Donc, on a longtemps considéré l'arthrose comme une simple usure de l'articulation, mais quand on fait le point sur les études récentes pour comprendre les causes de l'arthrose, on se rend compte en fait qu'il y a en réalité
des phénomènes actifs dans l'arthrose. Donc ce n'est pas juste une simple usure, encore une fois. Il y a des particules, notamment des protéases, qui viennent grignoter le cartilage. Et en fait, les chercheurs, ils ont démontré que même s'il y avait beaucoup moins d'inflammation que dans l'arthrite par exemple, on retrouvait quand même des marqueurs de l'inflammation dans l'arthrose et principalement dans la membrane synoviale. Donc, même si l'arthrose n'est pas une maladie inflammatoire à proprement parler comme l'arthrite, elle est quand même fortement liée aux phénomènes inflammatoires, elle est même dépendante de l'inflammation. Et c'est même maintenant assez clair que l'inflammation, elle est présente dans les articulations, dans l'arthrose, bien avant que les signes soient visibles cliniquement sur les radiographies par exemple. Donc pourquoi cette inflammation elle est problématique? Parce qu'elle va participer à la dégradation du cartilage et elle vient surtout empêcher le processus naturel de cicatrisation et de renouvellement du cartilage. Donc elle vient parasiter un petit peu le bon fonctionnement du cartilage. Donc il faut s'occuper de cette inflammation. Donc maintenant qu'on a dit ça, vous vous demandez peut-être, mais du coup, c'est quoi la différence avec l'arthrite? L'arthrite et l'arthrose, c'est quoi la différence? Ça, c'est une question que je vois passer de temps en temps. On va y répondre ici. Eh bien, sachez que les deux sont des rhumatismes. Ceci dit, ça reste quand même deux pathologies qui sont bien distinctes. Alors, c'est vrai que les deux sont souvent confondus. D'ailleurs, chose assez marrante, c'est que les anglo-saxons, eux, ils ne font pas la différence entre arthrite et arthrose au niveau du vocabulaire. Ils parlent d'arthritis pour les deux. Enfin, ils parlent d'ostéoarthritis pour l'arthrose, mais souvent ils parlent d'arthritis pour qualifier les deux pathologies. Pourtant, ce sont deux maladies qui sont bien différentes et c'est important de bien comprendre la différence entre les deux pour pouvoir bien se soigner puisque le traitement sera complètement différent. Donc déjà, comme on l'a vu, l'arthrose, c'est une dégénérescence du cartilage. Donc le cartilage se dégrade, il s'amincit et au final, il ne remplit plus son rôle de facilitateur du mouvement. L'arthrite, c'est un petit peu différent. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arthrite, en fait, c'est un terme général qui regroupe plusieurs pathologies différentes. Par exemple, vous avez la polyarthrite rhumatoïde, qui est la forme la plus courante d'arthrite, la plus commune, qui va toucher environ 1% de la population et qui est en fait une maladie auto-immune. Donc dans ce cas précis, le système immunitaire va se dérégler, et il va se retourner contre ses propres articulations et attaquer le cartilage en fait. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres types d'arthrite. Vous avez par exemple aussi la spondylarthrite ankylosante qui va affecter principalement la colonne vertébrale et les articulations sacro-iliaques, qui va provoquer des douleurs, une raideur progressive et potentiellement entraîner la fusion des vertèbres. Également, vous avez aussi la goutte, qui est une forme d'arthrite causée par l'accumulation de cristaux d'acide urique, donc dans les articulations, qui peut entraîner des crises de douleur assez intenses, en particulier au niveau du gros orteil. Et vous avez aussi l'arthrite psoriasique, qui est une maladie inflammatoire associée au psoriasis, qui va provoquer des douleurs articulaires, souvent accompagnées de modifications cutanées. Voilà, donc en fait, le terme d'arthrite, il regroupe en fait toutes les pathologies inflammatoires qui vont toucher les articulations. Donc, par rapport à l'arthrose, ces pathologies, elles sont plus rares, mais elles sont surtout plus intenses, plus rapides, et il faut les prendre en charge sans trop tarder, puisqu'elles peuvent entraîner des dommages irréversibles au niveau des articulations, et elles peuvent même toucher d'autres organes, que ce soit le cœur, les poumons, les vaisseaux sanguins, et donc affecter de manière assez significative la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Donc comment savoir si vous avez une arthrite ou une arthrose? Eh bien tout simplement en observant les symptômes que vous avez. Voilà, les symptômes ils sont très différents entre l'arthrite et l'arthrose. Premier symptôme à regarder, évidemment, c'est la douleur, que ce soit dans l'arthrite ou dans l'arthrose. Vous allez avoir des douleurs, mais celles-ci elles vont être bien différentes selon la pathologie. Quand vous avez de l'arthrose, les douleurs elles sont dites mécaniques, c'est-à-dire qu'elles vont survenir plutôt en journée, elles vont augmenter notamment en fin de journée et surtout elles sont calmées par le repos. Pour ce qui est de l'arthrite, par contre, c'est l'inverse. Les douleurs ne sont pas calmées par le repos, au contraire, en bougeant doucement, les articulations elles vont se délier, elles vont devenir moins douloureuses et surtout dans l'arthrite, vous allez avoir des douleurs nocturnes qui ont tendance à réveiller la nuit. L'autre élément différenciant entre arthrite et arthrose, ça va être le déverrouillage matinal. Avec l'arthrite, il y a souvent un déverrouillage matinal qui est nécessaire, qui va parfois durer jusqu'à 1 heure, c'est-à-dire que le matin, vous allez vous réveiller, vous allez avoir du mal à bouger et les articulations elles vont retrouver de la mobilité qu'après une certaine période d'échauffement. Dans l'arthrose, c'est un petit peu différent. Il peut y avoir aussi un déverrouillage matinal qui est nécessaire, mais en général, ce déverrouillage il va durer quelques minutes, maximum une trentaine de minutes, pas autant que dans l'arthrite. Maintenant, comment diagnostiquer de manière précise, comment faire le diagnostic entre arthrite et arthrose? Vous pouvez faire une analyse du liquide synovial pour distinguer l'arthrite de l'arthrose. Dans l'arthrite, le liquide synovial il peut montrer des signes d'inflammation
avec une augmentation des globules blancs et la présence de cristaux, par exemple des cristaux d'acide urique dans la goutte. Dans l'arthrose, le liquide synovial est généralement moins inflammatoire, avec une faible concentration de globules blancs. Et à côté de ça, évidemment, on peut aussi faire une prise de sang qui va aussi aider à distinguer l'arthrite de l'arthrose, puisque le bilan sanguin permet de détecter certains marqueurs d'inflammation, que ce soit certains auto-anticorps spécifiques à l'arthrite, comme le facteur rhumatoïde, ou la présence de l'antigène HLA-B27 par exemple dans la spondylarthrite ankylosante. Donc voilà pour la différence entre arthrite et arthrose. Maintenant, on va revenir sur l'arthrose et on va parler des solutions. Quelles sont les solutions et les traitements qui sont à votre disposition pour lutter contre l'arthrose? Donc déjà, il faut comprendre que l'arthrose, ce n'est pas une fatalité. Donc il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour soulager vos symptômes et améliorer votre qualité de vie. Et on va les détailler dans cette partie de la vidéo. Donc dans un premier temps, on va parler de la prise en charge non pharmacologique parce que, à mon sens, c'est la plus importante. Donc ça commence par quoi? Ça commence déjà par l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire le fait de s'informer, de savoir comment ça fonctionne l'arthrose, comment ça se traite. Vous voyez, vous qui regardez cette vidéo, déjà vous êtes déjà en train de vous traiter puisque vous êtes déjà en train de vous former, de vous informer, donc vous vous traitez quelque part. Donc ça, c'est super important et c'est le premier point. Ensuite, pour soigner l'arthrose ou pour la prévenir, il va falloir adopter une approche la plus globale possible. Donc évidemment, l'activité physique est fondamentale. C'est le socle de la prise en charge, c'est l'outil principal dans le traitement de l'arthrose. Donc concrètement, il faut faire quoi comme activité physique? Parmi les mouvements et les pratiques quotidiennes qui sont intéressantes, on va voir juste après, mais il faut déjà utiliser des pratiques qui vont respecter le plus possible vos articulations, justement pour ne pas accélérer leur dégradation ou ne pas les traumatiser inutilement ou trop rapidement. Donc quelque chose qui fonctionne bien, ça va être par exemple des automassages associés avec des mobilisations articulaires, donc idéalement des mobilisations qui sont faites quotidiennement. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc je sais que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est assez contraignant, mais il faut voir ça comme une routine corporelle de base pour vos articulations, un peu comme le fait de vous brosser les dents ou de prendre votre douche. Voilà, vous ne réfléchissez pas forcément pour le faire, vous le faites parce que vous en avez besoin et quand vous arrêtez de le faire, ça commence à sentir mauvais. Donc c'est pareil pour vos articulations. Ce genre de routine, vos articulations en ont besoin, donc des automassages plus des mobilisations. Ça permet d'entretenir la santé et ça va aider à la régénération du cartilage et à la mobilité articulaire. Donc ensuite, à côté de ce travail de mobilité et d'automassage, qu'est-ce qui est important de faire? Un travail de renforcement musculaire. Donc ça, c'est pas moi qui le dis. Si on se fie aux recommandations officielles concernant l'activité physique dans le cadre de l'arthrose, et si on regarde toutes les études qui sont faites sur le sujet, les recommandations, elles sont claires. Il faut un mix entre des activités aérobies, donc on va détailler dans un instant ce que c'est, et un travail spécifique de renforcement musculaire avec un travail de force et de mobilité. Donc idéalement, on doit effectuer un travail de renforcement musculaire 2 fois par semaine. Donc le bon traitement, c'est ça. Maintenant, si vous vous demandez quel est l'intérêt du renforcement musculaire, je vais vous l'expliquer ici. Pourquoi il faut faire du renforcement musculaire? Donc l'intérêt numéro 1, ça va être de corriger des déséquilibres musculaires qui ont pu s'accumuler au fil des années à cause de pratiques sportives déséquilibrées, à cause d'un travail sédentaire ou d'autres causes qu'on va voir juste après. Donc en gros, un déséquilibre musculaire, c'est quoi? Lorsque certains muscles autour d'une articulation sont plus forts ou sont plus tendus, sont plus dominants que leurs antagonistes, que les muscles opposés, ça peut entraîner une traction inégale sur l'articulation, ça va altérer le fonctionnement normal de l'articulation, ça va augmenter le stress sur certaines parties de l'articulation, et bien évidemment, ça va accélérer l'usure du cartilage et aggraver les symptômes de l'arthrose. Donc, les déséquilibres musculaires, il faut les corriger, si possible au travers d'exercices, d'un programme équilibré. Donc, d'où viennent ces déséquilibres musculaires? Ça peut être le fait de répéter les mêmes gestes, les mêmes mouvements ou de surutiliser certains muscles. Ça peut rendre certains muscles plus dominants par rapport à d'autres qui ne sont pas assez sollicités du coup. Ça peut être aussi après d'anciennes blessures. Voilà, après une blessure, certains muscles peuvent venir compenser la faiblesse ou la douleur des muscles affectés. Et donc, ça peut entraîner des déséquilibres musculaires. Ça peut être aussi dû à l'inactivité physique. Voilà, le manque d'exercice, ça peut affaiblir certains muscles et rendre raides d'autres muscles. Donc, c'est important de corriger ces déséquilibres musculaires. Et donc, pour ça, l'idéal, c'est d'avoir un programme d'exercice bien équilibré.
Mais ce n'est pas le seul intérêt du renforcement musculaire. Un autre intérêt du renforcement musculaire, ça va être d'augmenter la force et de conserver votre masse musculaire. En effet, après 30 ans, on perd jusqu'à 5% de notre masse musculaire par décennie. Et quand on est sédentaire, on en perd encore plus. Et donc cette perte de masse musculaire, donc elle est liée à l'âge et elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Donc la sarcopénie, c'est un problème qui est assez courant, qui commence assez tôt et qui peut être associé à une perte d'autonomie quand on vieillit, mais aussi à des difficultés à réaliser certains mouvements de la vie du quotidien. Donc un autre intérêt du renforcement musculaire, c'est ça, c'est de venir contrecarrer cette sarcopénie. Donc l'idée, c'est pas de vous transformer en un bodybuilder, mais c'est de venir travailler vos muscles pour venir contrer les effets du vieillissement, puisqu'encore une fois, en vieillissant, on perd régulièrement du muscle. Autre intérêt important du renforcement musculaire, ça va être de perdre du poids et de réduire la charge sur les articulations. Donc j'en ai parlé tout à l'heure dans le chapitre sur les facteurs favorisants. Le surpoids, c'est un facteur important de l'arthrose. Donc chaque kilo en trop de poids corporel va venir exercer une pression supplémentaire sur les articulations portantes, que ce soit les genoux, les chevilles, les hanches. Et donc par exemple, perdre ne serait-ce qu'un kilo de poids corporel, ça peut déjà aider à réduire la charge sur les articulations pendant la marche, pendant les activités physiques. Donc c'est important de perdre du poids. Moins de poids, ça signifie moins de stress mécanique sur les articulations qui sont touchées par l'arthrose, ce qui peut évidemment aider à ralentir la dégradation du cartilage et réduire les symptômes douloureux. L'autre effet bénéfique du renforcement musculaire et de la perte de poids, c'est que ça va entraîner une réduction de l'inflammation. J'en ai parlé tout à l'heure, mais l'excès de tissu adipeux, l'excès de graisse, notamment la graisse abdominale, produit des cytokines inflammatoires qui vont aggraver l'inflammation dans les articulations arthrosiques. Et donc le fait de perdre du poids va permettre de réduire la quantité de ces cytokines dans le corps et diminuer ainsi l'inflammation globale. Et enfin, dernier intérêt super important du renforcement musculaire, ça va être de vous donner une meilleure sensibilité à l'insuline. En effet, il faut savoir que les muscles, c'est un des principaux sites de stockage et d'utilisation du glucose. Donc, en augmentant votre masse musculaire, votre corps il va pouvoir absorber et utiliser plus efficacement le glucose, et ce, même si vous avez déjà développé une certaine résistance à l'insuline. Donc pour faire simple, plus vous allez avoir de muscles, plus votre corps il pourra absorber et utiliser efficacement le sucre, ce qui va améliorer votre sensibilité à l'insuline. Et meilleure est votre sensibilité à l'insuline, mais plus vous allez réduire l'inflammation globale dans votre corps, et mieux vous pourrez gérer votre poids. Voilà, ça sera une espèce de boucle vertueuse. Donc ce travail de renforcement musculaire, on peut le faire en autonomie à la maison avec un bon programme équilibré, avec une planification cohérente. Donc dans certains cas, s'il y a besoin, vous pouvez aussi vous faire accompagner d'un professionnel de santé, d'un kiné, d'un coach. Voilà, c'est toujours bienvenu pour vous aider à savoir quoi faire précisément dans votre situation. Ça peut vous aider aussi à vous rassurer, à lutter contre certaines fausses croyances, même si vous avez peur de bouger ou si vous vous dites, voilà, bouger plus, ça va me faire mal. Prendre un coach, un kiné ou faire appel à un professionnel de santé, c'est important. Ça peut vous aider à lever certains freins, à faire le point aussi sur vos objectifs. Bref, c'est toujours intéressant. Donc pour le renforcement musculaire, personnellement, ce que je recommande, c'est du renforcement avec bande élastique ou au poids du corps. L'avantage des bandes élastiques, c'est qu'elles offrent une résistance qui est progressive. Elles sont non traumatisantes en comparaison avec par exemple des charges ou des haltères. Et elles sont aussi facilement transportables et utilisables partout. Si vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé des vidéos que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet où je montre en fait des exemples de circuits d'exercice. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus structuré, j'ai également créé des programmes de renforcement spécifiques, notamment le programme S'entraîner à la maison et le programme Renfo Express. Donc actuellement, les portes sont fermées, mais je réouvre les portes de temps en temps. Donc si vous souhaitez connaître les dates d'ouverture, inscrivez-vous à les newsletters pour être tenu au courant. Et sinon, vous avez ma chaîne YouTube pour voir d'autres exemples de circuits d'exercice. Je mettrai aussi en description les liens vers d'autres vidéos pour voir un peu comment vous pouvez utiliser les bandes élastiques pour faire du renforcement musculaire. Ensuite, on va passer donc aux activités aérobies. Donc j'en ai parlé juste avant, j'ai dit qu'il fallait un mix entre des activités aérobie et du renforcement musculaire. Donc les activités aérobies, elles ont quoi comme objectif? Mais tout simplement, 1, d'améliorer votre condition physique générale. 2, dans le cadre de l'arthrose, ça va amener, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un peu de stress mécanique dans des activités modérées. Donc ces contraintes,
elles sont favorables à la bonne santé de l'articulation. Et 3, elles vont permettre de réduire les facteurs de risque qu'on a évoqués précédemment, c'est-à-dire toutes les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, qui sont donc des comorbidités associées et qui vont en plus augmenter le risque de mortalité. Donc, plus précisément, quand on parle d'activité aérobie, on parle d'exercices d'endurance, des exercices comme la marche, la randonnée, la natation, le vélo, voilà, ce type d'exercice-là. Et si on regarde les recommandations officielles de l'OMS, qu'est-ce que dit l'OMS ? Eh bien, on retrouve un intérêt pour la santé à pratiquer des activités d'endurance au moins 150 minutes par semaine à intensité modérée, donc type marche rapide, type vélo à un rythme tranquille ou de la natation. Et idéalement 75 minutes par semaine d'activités plus soutenues, plus vigoureuses, c'est-à-dire de la course à pied, du vélo à allure rapide ou de la natation un peu plus soutenue. Ça, c'est le minimum par semaine qu'il faudrait faire selon les recommandations officielles. Évidemment, les activités choisies, elles doivent être non douloureuses, ou en tout cas, elles doivent faire en sorte de ne pas majorer la douleur. Donc vous devez choisir des activités qui évitent les contraintes mécaniques trop excessives aux articulations qui sont douloureuses, qui sont arthrosiques, et si possible, des activités que vous appréciez, parce que voilà, ça sera d'autant plus facile de faire régulièrement une activité physique si vous aimez ce que vous faites et de la tenir comme ça sur le long terme. Parce qu'encore une fois, l'idée c'est de ne pas faire ça un mois et de s'arrêter. Non, l'idée c'est de faire ça sur le long terme. Ensuite, autre élément à ne pas négliger dans le cadre de l'arthrose, ça va être l'alimentation. Voilà, l'alimentation joue un rôle important dans la gestion de l'arthrose et même si elle ne va pas guérir la maladie, elle va vous aider à réduire l'inflammation et à vous fournir les éléments nutritifs nécessaires pour soutenir la santé articulaire. Donc, j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet dans laquelle je rentre dans les détails de l'alimentation anti-inflammatoire où je parle de quels sont les aliments à éviter, au contraire quels sont ceux qui sont à privilégier. Donc, si vous voulez tout savoir à ce sujet, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cette vidéo. Les liens seront encore une fois dans la description de la vidéo. Ensuite, concernant maintenant la prise en charge pharmacologique. Donc c'est vrai que l'arthrose, ça fait mal, et même si je vous recommande de privilégier au maximum des solutions naturelles non pharmacologiques pour la gestion de l'arthrose, je pense qu'il faut aussi parler de ces traitements, des traitements pharmacologiques qui ont un rôle intéressant, un rôle dans le soulagement des douleurs et dans l'amélioration de la qualité de vie pour certaines personnes. Donc déjà, ce qui est très important, il faut que la prise en charge pharmacologique, elle soit personnalisée, elle soit individualisée. Donc il faut vraiment adapter les traitements à chaque personne. C'est pour ça que tout traitement doit être supervisé par un professionnel de santé. Si on utilise des médicaments, il faudra les faire revérifier régulièrement, voir si tout est bien adapté et qu'il n'y a pas d'effet indésirable. Donc de quels médicaments on parle ici? Donc on parle d'antalgiques, on parle d'INS, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc les médecins peuvent vous en prescrire de manière ponctuelle en fonction de votre situation. Donc l'idée évidemment c'est de toujours prendre les doses les plus petites possibles, le moins longtemps possible, à cause tout simplement des complications potentielles que ces médicaments peuvent engendrer. Et c'est d'adapter à vos comorbidités si vous en avez, aux maladies associées, que ce soit du diabète, une insuffisance rénale, etc. Mais ça c'est le rôle de votre médecin. Ensuite, en fonction de la situation et du site de la douleur, de la zone qui est touchée par l'arthrose, on pourra faire des injections d'acide hyaluronique, ce qu'on appelle de la viscosupplémentation. En gros, on vient injecter une molécule qui est présente dans le liquide synovial, dans le cartilage, qui est donc l'acide hyaluronique, et qui va permettre de relubrifier l'articulation, qui va redonner un petit coup de boost aux chondrocytes pour essayer de les faire repartir un petit peu. Donc, alors ça c'est pas magique, mais parfois ça peut aider, ça peut amener une amélioration. Donc ça n'a aucun effet structural, c'est-à-dire que ça ne va pas arrêter l'évolution de l'arthrose, mais par contre ça peut réduire les symptômes et voilà, vous pouvez le faire en moyenne une fois par an. Voilà, il y a des études qui montrent que ces injections d'acide hyaluronique, elles peuvent améliorer la mobilité articulaire, elles peuvent réduire la douleur pendant plusieurs mois. Donc voilà, je vous en parle ici. Sachez que ça fonctionne mieux pour certaines articulations que pour d'autres. Notamment, ça marche bien pour le genou et pour la hanche. Au niveau du dos, si vous avez de l'arthrose, les injections de corticostéroïdes peuvent aussi aider à réduire l'inflammation et la douleur, notamment dans les articulations facétaires dont j'ai parlé en début de vidéo. Là c'est pareil, c'est pas quelque chose de miraculeux, mais ça peut offrir un soulagement temporaire des symptômes. Ça peut vous aider à passer un cap, surtout si c'est associé avec les traitements non pharmacologiques dont j'ai parlé précédemment.
Et enfin, il y a aussi les PRP, donc le plasma riche en plaquettes, où on utilise une partie de votre propre sang pour aider à réparer les articulations ou les tissus endommagés. Donc pour ceux qui se demandent comment ça marche le PRP, en fait on prend votre sang, on le centrifuge, on récupère le surnageant et on le réinjecte dans la zone problématique. Donc sur le papier, c'est censé améliorer la guérison en stimulant les processus naturels de réparation du corps. Le truc c'est que à l'heure actuelle, on va dire que les résultats ils sont un petit peu mitigés. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont bénéficié dans le cadre de l'arthrose, mais quand on regarde des études sur l'efficacité du PRP pour l'arthrose, eh bien on se rend compte qu'il y a autant d'études qui montrent que ça marche que d'études qui montrent que ça ne marche pas. Donc les résultats sont assez variables. C'est pour ça que pour l'instant, ils ne sont pas recommandés par les autorités de santé dans le traitement de l'arthrose. Mais voilà, ils peuvent être utilisés, mais leur utilisation reste relativement controversée, voilà, à cause du manque de preuves par rapport à leur efficacité sur le long terme et par rapport aux résultats assez variables qui sont observés dans les études cliniques. Et sachez aussi que d'ailleurs, le coût des injections de PRP est assez élevé, puisqu'en général, une seule séance peut coûter entre 300 et 500 euros en moyenne. C'est non couvert par la sécurité sociale et souvent, il y a plusieurs séances qui sont nécessaires. Donc voilà, c'est pas pour toutes les bourses. Donc voilà pour la prise en charge pharmacologique. Et puis enfin, lorsqu'on a tout essayé sur le plan médical, lorsque toutes les solutions non pharmacologiques ont été testées, que la thérapie physique, les injections et les modifications du mode de vie ont été explorées mais n'ont pas porté leurs fruits ou ne sont pas parvenus à un soulagement suffisant des symptômes, à ce moment-là, on peut envisager la chirurgie en dernier recours. Donc l'intervention chirurgicale, elle va consister à remplacer ou à réparer les structures articulaires qui sont endommagées. Par exemple, dans le cadre de la hanche, on pourra faire une arthroplastie totale de la hanche. Pareil pour le genou, on va venir remplacer l'articulation usée par une prothèse. Au niveau du dos, là, il y a différentes interventions qui sont possibles. On peut faire une fusion des vertèbres, ce qu'on appelle une arthrodèse. On peut faire également une prothèse discale, une laminectomie. Voilà, ça, c'est les principales procédures qui peuvent être faites. Mais là encore, ce n'est pas miraculeux. Les résultats attendus ne sont pas toujours au rendez-vous. Et évidemment, il convient, même après la chirurgie, de poursuivre un programme de réhabilitation et de maintenir une activité physique adaptée pour optimiser les résultats et pour prévenir les symptômes. Voilà, ce n'est pas de la magie, la chirurgie. Ça peut amener de bons résultats, mais dans certains cas, ça ne fonctionne pas toujours. Et surtout, malgré la chirurgie, il faudra quand même venir entretenir tout ça par de l'activité physique. Mais voilà, retenez que les options chirurgicales, elles sont à considérer lorsque l'arthrose, on va dire, a gravement altéré la qualité de vie et que tous les traitements conservateurs n'ont pas réussi à gérer les symptômes. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, j'espère que celle-ci vous aura éclairé, vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair autour de cette pathologie qu'est l'arthrose. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site internet. J'ai écrit également d'autres articles en rapport avec l'arthrose. J'ai également écrit un livre, le guide anti-arthrose, qui peut vous aider à mettre en place d'autres solutions complémentaires à cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, tout se passe dans la section commentaires juste en dessous de cette vidéo. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne manquer aucune future vidéo. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon, salut!